Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Le 10 décembre 1948 est promulguée la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Que contient-elle? Que pouvons-nous aujourd'hui y changer ou en espérer? Ce seront les questions que je poserai à mes invités dans un instant après notre générique. Eh bien donc, à quelques jours près, voilà 60 ans qu'existe la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour nous en parler, j'ai bien entendu invité le président de la Ligue des droits de l'homme en la personne de monsieur Benoît van der Merchen. Et j'ai aussi invité, alors c'est un vieux complice des émissions de La Pensée et les Hommes, le président du Centre d'action laïque en la personne de Pierre Galland. Bonjour. Messieurs les présidents, Benoît van der Merchen, 60 ans qu'existe la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que présente-t-elle comme différence et quel est le but qui est projeté par rapport à ce que nous connaissons bien, ce que les cours d'histoire nous ont appris, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? Pourquoi, en 1948, en décembre 1948, s'est-on préoccupé de refaire une déclaration des droits de l'homme, une déclaration universelle cette fois-ci? Quel était le but? Que contient-elle par rapport à celle de 1789? D'abord, bonjour. Ce texte est beaucoup plus complet. Il y a plusieurs éléments. D'abord, bien retenir qu'effectivement, c'est une déclaration universelle. Alors que l'autre est essentiellement française. Tout à fait. Et donc, il s'agit là d'un texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies et qui a donc une représentativité, une légitimité bien plus grande. Ensuite, si le texte de 1789 est absolument essentiel, il faut bien se rendre compte qu'il y avait toute une catégorie de droits qui malheureusement avait été oubliée. Et donc ce document pour lequel on va fêter maintenant les 60 ans est très important parce que justement il fait le lien entre deux catégories de droits. Les droits axés sur la liberté de tout un chacun et ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Vous savez, les droits de l'homme, c'est vraiment un ensemble très vaste. C'est la liberté de pouvoir aller et venir, c'est la liberté de pouvoir dire ce que l'on veut, de pouvoir manifester, de s'associer. Autant de droits que l'on retrouvait en 1789, parce qu'il s'agissait là de réagir par rapport à un pouvoir étatique fort. Droits civils et politiques. Tout à fait. Et la révolution industrielle étant là, l'Union soviétique aussi, en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, on est très fort marqué par les atrocités qui ont pu être commises durant ce conflit mondial. Mais on se rend compte que ce qu'il faut aussi pour un plein épanouissement de chacun, c'est avoir un toit, avoir un travail, une éducation, ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc arriver à avoir dans un seul document les deux catégories de droits, arriver à proclamer à la face du monde qu'ils sont tous les deux aussi essentiels l'un que l'autre, indivisibles, c'est un pas de géant en avant. Bien sûr, nous allons y revenir dans un instant, mais je relève quelque chose que vous avez dit. Vous dites c'est proclamé devant les Nations Unies. Alors tous les pays ne font pas partie des Nations Unies. Donc il existe de par le monde un certain nombre de pays ou un certain nombre de nations qui n'ont pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quels sont ces pays? Quelles sont ces nations? Et pourquoi? Parce que rien n'empêche, bien sûr, qu'une nation qui ne fait pas partie des Nations Unies puisse ratifier cette déclaration.
Donc, gardons d'abord à l'esprit que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est qu'une déclaration politique. Donc, un engagement politique de respecter ces droits humains fondamentaux, ce qui est important, mais ce qui fait vraiment l'intérêt des droits humains fondamentaux, c'est de pouvoir les revendiquer devant une juridiction. C'est leur caractère concret et pas le caractère vague ou incantatoire. Et donc, vous dites politique, cela veut dire que les États s'engagent à aller dans ce sens, mais est-ce que ça s'applique? Est-ce que les préceptes, les principes de la Déclaration universelle s'appliquent dans le droit, dans l'exercice judiciaire quotidien? Tout à fait. Alors c'est justement là la difficulté, c'est qu'un engagement politique, on ne peut pas en revendiquer l'application devant une juridiction. Donc il a fallu traduire cette déclaration dans des instruments juridiques contraignants. Mais tous les États n'ont pas, d'une part, effectivement, comme vous le soulignez, alors, je vais vous dire quels sont les États qui n'ont pas, parce que les États qui l'ont, on s'imagine bien. Mais quels sont les États qui n'ont pas ratifié cette déclaration? Ils sont rares, mais on... Non, il y a beaucoup d'États. Tous les États qui sont sous tutelle coloniale n'ont pas été associés. À l'époque, tout à fait. Il faut le reconnaître. Oui, mais bien sûr, mais ils ont pu s'y associer ensuite. Rien d'abord n'interdisait le Congo, par exemple, de ratifier après 60 la Déclaration universelle. Ils sont devenus des États indépendants, membres des Nations Unies. Tout à fait. Ils étaient invités à ratifier la Déclaration. Mais auparavant, comme par exemple le Congo était colonie belge. C'est quand même que le Vatican n'a jamais ratifié la Déclaration universelle c'est intéressant, Pierre Galland. des droits de l'homme. Le Vatican ne l'a pas ratifié. Ça, c'est intéressant. Il a fallu attendre le pape Jean XXIII pour qu'il fasse mention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sans la ratifier. Sans la ratifier, mais il n'est pas un État. Le Vatican est un État. Pour le Vatican, il ne faut pas oublier que c'est quand même le résultat d'un accord avec Mussolini, qui fait qu'il y a un État du Vatican. L'accord de la 30 de 29, et cet État n'est pas membre des Nations Unies à part entière. Il a un statut d'observateur. Oui, mais les États qui ne sont pas membres des Nations Unies peuvent fort bien, motu proprio, oui, mais ratifier. je vais aller plus loin. Je pense que dans ce qu'a dit Benoît, tout est exact, mais il faut savoir que les droits de l'homme, c'est une longue histoire. Il faut savoir qu'on retrouve déjà en Angleterre, parmi les Quakers, en 1680, David Paine, qui va faire une proposition de déclaration des droits de l'homme avant même la déclaration de 1789. La déclaration de 1789 va s'inspirer d'une série d'efforts qui sont réalisés par la communauté des hommes pour essayer de définir quels peuvent être les droits des personnes, des gens, et puis de leur vivre ensemble. Et ça va être une longue histoire, et je pense que la déclaration de 1948 est une étape extrêmement importante parce que c'est la première fois que ce sont les Nations Unies qui vont s'en saisir et qui vont proposer que ça devienne le corpus général du vivre ensemble des nations. Et ce qui va se passer après, c'est que les Nations Unies, tout comme les États, vont devoir ratifier une série de conventions pour rendre cela concret. Et la première de ces concrétisations, ce sera d'ailleurs les conventions de Genève sur le droit à respecter durant les guerres. On a une expérience terrible et donc on a les conventions de 47-49 qui vont essayer de cadrer et puis d'étape en étape on va avoir ce que les nations vont décréter entre elles pour essayer d'avoir la possibilité d'avoir un tribunal qui jugerait de leur comportement dans certaines situations. C'est la Cour de justice de l'Haye qui ne donne que des avis, mais il y aura un long cheminement pour arriver à la Cour pénale internationale qui, elle, peut prendre des sanctions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après ça, des continents comme l'Europe vont faire un effort tout à fait particulier pour aboutir à définir une convention des droits de l'homme qui, elle, va régir les rapports des citoyens avec non seulement les États, mais l'ensemble de la communauté européenne. Fort bien, mais je reviens à la question que je posais parce que c'est une question extrêmement importante. Vous avez dit le Vatican l'a ratifié, sans la ratifiant, etc. Quels sont les autres États, aujourd'hui, qui n'ont pas ratifié la Convention universelle? Benoît Vandermeersen. Donc je ne saurais pas vous donner des noms de manière précise qui n'a pas ratifié la Déclaration universelle, mais qui n'est pas l'élément le plus intéressant parce que justement on ne peut pas la revendiquer devant des juridictions. En revanche, pour tout ce qui concerne les instruments internationaux de protection des droits humains fondamentaux, là il faut reconnaître qu'il y a certaines réticences de la part d'États à
s'engager dans cette voie. Je dirais que le seul Quel type d'État? Les démocraties occidentales, j'imagine, l'ont toutes ratifié. Mais on peut à ce moment-là faire des distinctions. Par exemple, il existe une convention des Nations Unies sur la protection des droits du travailleur migrant. On parle beaucoup d'immigration économique pour l'instant. Bien sûr. Protection des droits des travailleurs migrants, ce serait intéressant pour éviter que cette immigration économique ne soit quelque chose comme de la main-d'œuvre au rabais. Aucun État de l'Union européenne n'a ratifié cette convention cadre des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants. L'instrument qui est sans doute le plus ratifié au monde en matière de protection des droits de l'homme, c'est la Convention des droits de l'enfant. Là, on doit remarquer qu'il y a 2 pays, je pense le Soudan et les États-Unis, qui n'ont pas ratifié cette convention. Donc je pense qu'on peut voir, en fonction des thématiques, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, on peut voir des volontés, je dirais, à la carte des États de ne pas ratifier tel ou tel instrument. C'est clair que des États qui sont notoirement toujours ciblés en matière de violation des droits de l'homme, on peut penser à certains pays asiatiques, on peut penser à la Russie, mais les États-Unis aussi sont des États qui, à un moment donné... Les pays musulmans, par exemple, quelle est leur attitude? Mais moi, est-ce que je peux donner là un autre éclairage? C'est que, en fait, la Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration de principe et qui se veut universelle et qui doit être appropriée par l'ensemble des peuples. Et puis après ça, c'est aux États à la respecter. Et ce qu'on constate au fond, c'est que si chez nous, entre société civile et société politique, il y a des rapports qui font qu'on est obligé, quand même, dans une démocratie de progrès avancé comme la nôtre, on est obligé de se respecter mutuellement et de s'écouter, même si c'est à certains moments extrêmement fragile. Quand on est par exemple en Chine et que les défenseurs des droits de l'homme tentent de s'exprimer, ils sont réprimés carrément. Ici, le président de la Ligue des droits de l'homme est sur le plateau, il peut dire ce qu'il veut. C'est quand même une nuance, c'est important. Eh bien, on s'aperçoit ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est pas la ratification, c'est la manière dont une société civile peut s'approprier les droits de l'homme, les promouvoir et faire en sorte que ce soit traduit dans les lois. La ratification est déjà un signe, c'est un signe de bonne volonté. Vous vouliez intervenir. Justement, il y a des États qui ont, sur le plan du droit international et de la protection des droits humains fondamentaux, tout ratifié ce qui était possible et imaginable. On peut penser par exemple à la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui oserait dire que par exemple à l'est du Congo, les droits humains fondamentaux sont respectés. Personne. Et donc il y a des États qui, pour se donner un vernis de respectabilité sur la scène internationale, en Afrique subsaharienne ils sont nombreux, on ratifie mais n'applique pas vraiment. Absolument pas. Mais est-ce que nous, Belgique, je vous pose la question, est-ce que nous, Belgique, nous observons exactement, précisément, la déclaration? Est-ce qu'on peut nous faire des reproches à nous? Quand on enferme des enfants dans les centres fermés, oui. Lorsque l'on oblige des gens à faire des grèves de la faim de 50 jours, alors qu'il est prévu dans un accord de gouvernement que, en fait, les immigrés qui sont ici depuis un certain temps et qui peuvent faire preuve de leur insertion dans nos sociétés doivent être reconnus, et qu'un gouvernement, après 1 an et demi, n'est pas capable de respecter cet accord qui ressort de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions qui en ont été déduites, eh bien, aujourd'hui, la Belgique est quand même souvent mise en cause pour le non-respect d'une série de règles et d'application des droits de l'homme. C'est vrai pour l'enfermement dans les centres fermés, c'est vrai par rapport à une série d'immigrés, c'est vrai par rapport à une série de libertés aujourd'hui qui sont mises en cause par les mécanismes sécuritaires dont on essaye de nous encadrer, de nous faire croire qu'ils sont indispensables pour notre survie. Et c'est vrai aussi pour les conditions de vie de certains dans les prisons. Bien sûr. Alors je reviens à ce que vous disiez il y a un instant, Benoît van der Merchen. Vous disiez, au fond, 89, c'est les droits civils et politiques. Et puis, l'addition, qui est évidemment importante, ce sont les droits économiques et sociaux. Rappelez-nous, s'il vous plaît, quels sont les linéaments fondamentaux de ces droits économiques et sociaux. On sait que la déclaration, que la Constitution des États-Unis, en 1783, reconnaît le droit au bonheur. Est-ce que, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît aux citoyens le droit au bonheur? Dans le monde où on est aujourd'hui, ce serait très utile, à mon sens, mais ce n'est pas le cas. En revanche, ce dont on doit bien se rendre compte, c'est que ce que l'on avait dans la Déclaration de 1789, l'idée de se dire qu'il faut pouvoir être un citoyen actif et libre de ses actes, de ses pensées, de ses envies, c'est important, mais pour pouvoir bénéficier de cette liberté,
il faut quand même avoir certaines conditions matérielles. Bien certaines sûr, conditions oui, matérielles. bien sûr. Et c'est cette réclamation... C'est à ça qu'on a pensé en 48. Et donc c'est justement ça, c'est arrivé à dire il faut d'abord satisfaire des besoins essentiels, celui d'un logement, celui d'un travail, celui d'une sécurité sociale, de soins, d'une école, pour pouvoir justement servir de levier pour l'exercice des autres droits civils et politiques. Maintenant, ceci étant, on doit bien constater que réclamer la correcte application des droits civils et politiques, donc des droits individuels, est vraiment aujourd'hui dans notre droit positif beaucoup plus simple que réclamer des droits collectifs. Pour simple exemple, les droits économiques, sociaux et culturels, on les a inscrits dans notre Constitution, la charte fondamentale de ce pays, seulement en 1993. Seulement en 1993. On pourrait dire sous l'influence de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que c'est ça qui a joué? Certainement, mais en même temps, quel temps il a fallu pour que justement on inscrit ça dans notre droit positif? On sait bien que les mentalités évoluent parfois extrêmement lentement. Mais on peut constater avec bonheur que les choses se font. Vous dites vous-même, 1993, il y a une avancée par rapport à ce qui se faisait. Tout à fait. Je pense malgré tout que si on réfléchit un petit peu à la situation actuelle, à savoir ce climat un petit peu sécuritaire que Pierre Galland dénonçait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on rentre quand même dans une dynamique où pour réclamer des droits collectifs, il faut forcément une organisation, un mouvement social. Or, depuis 2001 et les attentats terroristes qu'on a pu avoir aux États-Unis, on rentre dans une dynamique où on criminalise très rapidement un mouvement social. Et donc, je pense que déjà, c'est pas évident de pouvoir réclamer des droits collectifs, mais que maintenant, d'autant plus, on se retrouve avec une tendance lourde où tous ceux qui vont essayer de contester d'une façon ou d'une autre, la plupart du temps pacifique évidemment, un système établi, se retrouve potentiellement surveillé, contrôlé, voire sanctionné. Et ça, c'est une dérive inquiétante. Est-ce que je pourrais vous demander, à propos de ces droits sociaux, de nous donner quelques exemples concrets de ce qui a été des avancées entre 1948 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a, pour notre pays par exemple, ou pour notre continent, l'Europe, qu'est-ce qui a concrètement avancé de ce point de vue-là? Au-delà de la prise de conscience qui est absolument essentielle, on sait très bien où sont encore les avancées à faire, principalement en matière d'éducation et en matière de droit au logement. En même temps, on peut penser comme avancée à tout ce qui concerne la sécurité sociale, où là, il s'agit vraiment de quelque chose de particulièrement important. Maintenant, il reste encore, vraiment, comme je l'indiquais, beaucoup de travail à accomplir. Pour simple exemple, récemment encore, je pense que c'était en décembre dernier, un comité des Nations Unies qui examinait la situation des droits économiques sociaux en Belgique a stigmatisé une politique systématique de la part du patronat de faire appel à la justice pour casser des mouvements de grève. Et donc les Nations Unies estiment que chez nous, le droit de grève n'est pas totalement respecté parce que justement la justice sert trop les intérêts du patronat dans l'exercice de ce droit de grève. Et donc je pense que là, il y a des choses qu'on doit un minimum penser, réfléchir pour éviter que des voix contestataires puissent s'exprimer convenablement. Petite question latérale, est-ce que les Nations Unies ont un droit de réprimer ou un droit d'intervenir dans la politique des États? Parce que nous parlons de la Belgique, mais j'imagine que ni l'Italie, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni les autres États d'Europe ne sont parfaitement respectueux de la Déclaration universelle. Il y a peut-être des failles, des lacunes dans chacun des États. Est-ce que les Nations Unies peuvent intervenir en disant, écoutez, vous avez signé cette convention Les mécanismes de contrôle sont des mécanismes plutôt politiques et d'expertise qui malheureusement ne font pas trembler nos gouvernements successifs. Et donc c'est un mécanisme imparfait. C'est plutôt au niveau européen où on a une véritable juridiction qui est la Cour européenne des droits de l'homme que l'on peut obtenir quelque chose. En même temps, Pierre Galland mentionnait il y a peu notre politique d'immigration. Je voudrais rappeler ici que depuis 2002, à 3 reprises en matière d'immigration, à 3 reprises, notre pays qui se veut un porte-parole en matière de droits de l'homme a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour la façon dont on a traité certains migrants ici en Belgique, en dénonçant le manque d'humanité de l'Office des étrangers. Et donc je pense que des condamnations, elles viennent, mais elles ne font pas pour autant, malheureusement, assez vite changer la situation dans ce domaine-là. Mais devant ce problème crucial et extrêmement douloureux pour les personnes concernées, est-ce que nos voisins, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande, pratiquent une autre politique que nous? Est-ce que nous sommes, nous, vraiment, Belgique, très coupables à cet égard? Si vous permettez, c'est de nouveau, l'Europe a fait
malgré tout un effort particulier. C'est le fait de l'Europe qui a permis de créer cette convention européenne qui nous oblige et qui permet d'avoir les instruments. À Strasbourg, il y a la Cour européenne de justice. Donc, quel que soit l'État, quel que soit le citoyen de l'espace européen qui se sent victime d'une injustice de la part de l'État, il peut recourir à la Cour européenne. C'est quand même important. Moi, je ne veux pas me faire l'avocat des États, mais ils sont confrontés à un problème difficile, celui de l'immigration clandestine. C'est un exemple intéressant, c'est un exemple parfait. Et deuxièmement, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'au sein des Nations Unies, les Nations Unies n'ont jamais que le pouvoir délégué par les différentes nations, et donc c'est, quelque part, l'Assemblée émet des avis. Des avis, non, c'est des résolutions. Ces résolutions, elles ne sont mises en pratique que si, quelque part, les instruments sont mis sur la table. C'est-à-dire si on décide des instruments. Qui décide des instruments? C'est le Conseil de sécurité. Donc beaucoup de choses dépendent du Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité est malheureusement encore aujourd'hui un petit peu l'image de ce qu'était le monde à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ne représente peut-être pas l'ensemble de la communauté mondiale. Bon, c'est un défaut. Jacques Delors voulait transformer le Conseil de sécurité, voulait le doubler d'un Conseil économique et social pour progresser, pour tenir compte de ce qui se passait sur la planète par rapport au sous-développement d'une partie des populations. Tout ça sont des éléments qui rentrent en jeu. Alors, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que l'ONU a alors pris des mesures. Quand on a créé l'UNICEF, c'est pour s'occuper des enfants, c'est parce qu'on se rendait compte que les enfants étaient particulièrement victimes de violations tout à fait spécifiques du fait qu'ils n'ont même pas le droit d'un adulte d'aller vers un tribunal, rien du tout. Et donc on a aussi, à ce moment-là, décidé d'avoir les droits de l'enfant. C'est un effort qui a été fait au sein de l'UNICEF, organe spécialisé des Nations Unies. La même chose existe si on parle de la faim. Il y a la FAO, on a mis en place une série d'organisations, et pour les droits économiques et sociaux, il y a l'Organisation internationale du travail, qui a été mise en place aussi, où, bien entendu, les patrons et les organisations des travailleurs se rencontrent pour essayer de voir comment améliorer l'ensemble de ces droits. Comment est-ce que ces droits progressent? C'est ça qu'il faut essayer de voir. Moi, je ne pense pas qu'ils progressent simplement parce que tout d'un coup, un État serait éclairé et voudrait faire progresser les droits. Ils progressent parce qu'une citoyenneté active entre en jeu. Pourquoi est-ce qu'on s'est occupé, par exemple, des mines antipersonnelles qui massacraient les populations et qu'on a là-dessus légiféré au plan national, européen et international? C'est parce que les citoyens se sont mobilisés pour dire que ces armes, ces munitions qui tuent des gosses, qui tuent des femmes, qui tuent des vieillards, qui n'ont rien à voir avec les conflits, c'est criminel. Et donc, il y a une espèce de conscience citoyenne qui doit chaque fois s'élaborer. Et si je dis cela, c'est parce que l'éducation, finalement, l'éducation reste le pilier fondamental qui fait qu'il y a une citoyenneté qui devient interactive en vue de promouvoir l'ensemble de ces droits de l'homme, individuel, collectif, et quand on dit de l'homme aujourd'hui, des humains, plutôt, il s'agit des hommes et des femmes. Alors, j'ai évoqué au début de notre émission le rôle de la France. La France édicte en 89 la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration universelle, au fond, procède de celle de 89. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre grand voisin, la France, respecte bien cette Déclaration universelle? Est-ce qu'elle est un moteur pour la réception de cette Déclaration universelle? Historiquement, il ne faut pas nier l'influence de la France sur les droits de l'homme, que ce soit en 1789, dans la rédaction des textes juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais imaginez une filiation qui perdure comme ça au fur et à mesure des années, non. Quand on voit d'ailleurs le rôle de M. Hortefeux, ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale au niveau européen, lorsqu'il vient avec son pacte sur l'immigration, il y a de quoi avoir peur. Mais de manière plus générale, moi ce que j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse stigmatiser un de nos voisins par rapport à nous, il y a des tendances lourdes que l'on retrouve au niveau européen. Et la première tendance en matière de droits humains fondamentaux, c'est plutôt qu'on essaye d'harmoniser les choses, mais jamais vers les standards de qualité les plus élevés, mais au contraire toujours les plus bas. Quand on voit ce qui a pu être adopté par le Parlement européen au mois de juin, à savoir, imaginez qu'un étranger en séjour illégal, on puisse le maintenir en détention, je rappelle, une personne qui n'a strictement rien fait, pendant 18 mois, c'est complètement ahurissant. D'autant plus que là, on change de logique, parce que d'habitude, quand on nous parle de l'enfermement des étrangers en séjour illégal, c'est toujours pour nous dire il faut le maintenir dans un lieu déterminé avant de le renvoyer chez lui.
Maintenir quelqu'un 18 mois pour prendre un ticket d'avion, c'est complètement loufoque. Et donc là, on rentre dans une logique différente qui devient vraiment celle du contrôle de l'immigration illégale par la détention. C'est un exemple parmi d'autres au niveau européen. On pourrait citer aussi la lutte contre le terrorisme. Je pense que là, il y a vraiment un travail de lobby, de sensibilisation à faire qui, pour l'instant, fait encore défaut. J'ai une dernière question à vous poser. Vous qui êtes le président de la Ligue des droits de l'homme, quel est... je vous investis du pouvoir, là, pour quelques minutes, de changer les choses. Quelle est pour vous la chose la plus urgente à réaliser dans l'application de la Déclaration universelle? Pour moi, il y a... La plus urgente, hein, celle à laquelle vous pensez en premier. 3 dangers immédiats. Oui. D'abord, 2 matières dans lesquelles les droits de l'homme passent au second plan. C'est tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'asile et l'immigration. On a l'impression que l'impératif de lutter contre le terrorisme, contre l'immigration illégale, estompe justement le respect de ces droits fondamentaux. Et la 3e matière à laquelle il nous faut faire vraiment attention, c'est le développement des nouvelles technologies, principalement de l'information. Notre vie privée est un droit absolument essentiel. Je pense qu'il y a de la part du législateur un retard par rapport justement à la compréhension de tout ce qui se déroule pour l'instant au niveau technologique. Et là, il y a vraiment un travail à faire. Eh bien, je vous remercie, Pierre Galland, je vous remercie, Benoît van der Meerschen, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je sais bien, hein, on n'a pas épuisé le sujet, c'est un très vaste sujet. Je vous remercie de nous avoir éclairés. Je vous remercie aussi d'avoir montré ce qui peut se faire dans l'avenir, parce qu'au fond, c'est pas le passé qui importe, c'est ce que l'on peut réaliser dans les mois et dans les années futures. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.